Le coup de tocsin. Didier Maisto, bonjour. Bonjour Clémence Ouliakova, Merci. salam alaikum, Oh. malikum salam. Ouais, vous voulez revenir sur... Vous êtes au Maroc peut-être? Et oui, je veux revenir sur cette visite au Maroc. Alors j'ai bien écouté attentivement Bouzgali. Alors il y a évidemment des points d'accord sur le fait que la France et le Maroc ne sauraient être ennemis. Cette brouille insupportable, débile, on peut échafauder des hypothèses, mais bon, comme personne n'a communiqué, on les gardera pour nous. Mm. De toute façon, l'idée, c'est de regarder devant. Mais c'est quoi votre hypothèse, vous, à votre avis, juste? Oh, moi, je pense que c'est un peu des brouilles d'orgueil entre Mohamed VI et Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron, si vous voulez, il prend tout pour une affaire personnelle. C'est un pervers narcissique. Il y a encore un ouvrage assez brillant sur le sujet qui vient d'être publié. Donc, il pense que les gens lui en veulent à lui, personnellement. Et c'est quelqu'un qui n'a pas de connaissance de l'histoire du monde, qui n'a pas, ça a été dit d'ailleurs assez bien par Brice Gali, qui réduit l'histoire du Maroc à l'Andalousie. Effectivement, je pense qu'il a trop écouté Enrico Macias. Et donc, bon, voilà, il raconte à peu près n'importe quoi sur la Russie. Il raconte à peu près n'importe quoi sur les Balkans. La Guyane est une île, n'est-ce pas? Les quoi ça. Et bon, j'arrêterai ici. Ses connaissances géopolitiques. Pourtant, il voyage beaucoup à nos frais, mais ça rentre avec pas. Avec beaucoup de monde, hein, il part pas tout seul. Ouais, c'est justement, je vais en parler. Ça rentre pas dans son cerveau d'employé de banque. Les relations internationales, la profondeur des relations, l'épaisseur d'un peuple. Et lui, il voit ça comme des entités économiques. Il n'est pas bon en économie parce que c'est même ni un Mozart ni un Salieri, puisqu'il a tout planté avec Monsieur Renflement-Brun. Bon, je ferme la parenthèse. Quand on dit il y a une réconciliation qui s'est faite, et c'est très bien, entre la France et le Maroc, et qu'on envoie 120 personnes, triées sur le volet par 122, M. 122. On se dit, mais est-ce que c'est la France qui est représentée, ou est-ce que c'est un ensemble de saltimbanques débiles de repris de justice aux mœurs très particulières? Très particulières. Alors on va commencer. On va commencer par l'islamisme, avec, ça a été dit, Yacine Bellatar, que je connais, puisque quand je portais un projet de chaîne sur la diversité, il était venu me contacter. Il s'était fait rouler dans la farine par Pascal Ouzot, ils se sont disputés, c'est les pires ennemis du monde. Ils étaient ensemble dans la même délégation. Je vais y revenir. Et donc, monsieur Bellatar, qui parle des relations franco-marocaines, qui évidemment, avec son jogging pourri et ses godasses trouées, bon, le soir quand même, il a mis un smoking. Donc voilà, bon bref, il vient nous expliquer que les Marocains ne doivent ni s'assimiler, ni s'intégrer, et globalement que tous les Arabes en France doivent être arabes, musulmans et rien d'autre. Donc voilà dans quel esprit il y va. Nous avons Pascal Ouzlot, ça c'est intéressant. C'est-à-dire un certain nombre, je ne veux pas faire des attaques personnelles, comme vous le savez, je suis en procès avec ce monsieur. Voilà, je demande à ce que l'argent dans les distributions de chaînes soit rendu aux Français, 100 millions d'euros. Vous contestez une attribution de chaîne de fréquence à Pascal Ouzlot. Alors Pascal Ouzlot, bon, peu importe sa vie, son œuvre, ce monsieur, ces personnes, mais il est l'archétype, voyez-vous, de toutes ces personnes dont on ne sait pas quel est véritablement leur métier, qui n'en ont pas, et qui font du trafic d'influence. Si vous voulez, Pascal Ouzlot, il a commencé sous Chirac. Il a fait Pink TV, qui était une chaîne soi-disant culturelle pour la communauté gay, qui est devenue une chaîne de cul, à péage, voilà, une chaîne pornographique pour homo. Et donc, pourquoi pas? Mais si vous voulez, il a levé des fonds, il a mis Canal dans le truc, TF1, tout le monde était partant, la mairie de Paris, la Tour Eiffel, des centaines d'élus, la diversité, etc. Ces gens-là utilisent finalement toutes les recettes au nom de la lutte contre l'islamisme, contre l'homophobie, l'antisémitisme, etc., l'homophobie, tout ça. Et donc, finalement, l'antiracisme, ils font commerce de tout ça. Et ils se retrouvent dans tous les bagages présidentiels de Chirac, en passant par Sarkozy, Hollande et maintenant Macron. Monsieur Ouzlot, par exemple, a toujours été aux premières loges
alors qu'on, voilà, il fait du trafic d'influence, très bien, et c'est son droit. Ok, il y a des instances judiciaires, des procès qui sont en cours, nous verrons bien ce que ça donne. Ça avance, j'en dirai pas plus, pour pas troubler les choses et empêcher la justice de travailler. Bon. Mais c'est pas tout. Vous avez aussi Monsieur Bagné, le photographe qui a été jugé avec 4 ans de prison avec sursis, 375 000 euros d'amende pour tentative pour extorsion de fonds sur Liliane Bettencourt, qui était alors la française, et la femme la plus riche du monde. Hein. Et ce monsieur fait partie du voyage présidentiel. Est-ce que vous vous sentez, comme tous les Français, représenté par monsieur Yacine Bellatar ou par monsieur Bagné? Pas moi. Mais c'est par BHL. Mais c'est pas tout, oui. Vous avez BHL, Bernard-Henri Lévy, président du directoire à vie de Arte, pape de l'édition, qui a toujours sa page dans Le Point, qui a propagé des guerres, notamment en Libye, et qui est toujours dans toutes les chaînes d'information. On lui demande son avis à ce monsieur, dans tous les hebdomadaires, dans toute l'édition, dans tous les voyages présidentiels. La Libye est une catastrophe, le Sahel est une catastrophe. Ce type a fait un mal fou, non seulement à la France et aux pays arabes, mais au monde entier, en propageant un foyer de terrorisme dans le Sahel unique au monde, comme jamais ça a été, et on lui demande encore son avis sur le... C'est vrai que c'est impressionnant. Il pose dans son riad dans des positions plus ou moins pornographiques, en tout cas très lascives, avec son espèce de poupée Barbie qui se revendique comme telle. Oh, elle fait des vidéos avec des sèche-cheveux roses, etc. On se demande encore ce qu'elle a d'humain, cette dame. Eh bien, ils sont là, posés sur leur riad, et c'est ça qui doit représenter la France. Je ne me sens pas non plus représenté par ces gens-là. Est-ce qu'on se sent représenté par l'ancien député Renaissance, coup de casque? À quel titre ce monsieur Vous parlez de El Garab. Voilà, El Garab. À quel titre il fait partie du voyage présidentiel, etc., etc., etc. Et vous avez des gens comme Bruno Retailleau qui font partie du voyage. C'est un peu moins étonnant. Alors oui, non, mais c'est un peu moins étonnant. Ce qui est un peu étonnant, c'est ce cocktail qui, pour le coup, est détonnant, hein, avec des repris de justesse, des repris de justice, des gens qui ont des mœurs très particulières en termes sexuels, hein, notamment qui ont été accusés de pédocriminalité. Je ne vais pas citer de nom pour pas qu'on ait de procès, mais chacun suit mon regard et mon raisonnement. Planquer les enfants, hein, ça a été dit et redit, notamment sur les réseaux, et il y a des témoignages, et il y a même des philosophes, garçons coiffeurs, qui l'ont explicité de façon tout à fait intelligible à la télévision française, en citant des noms que je ne vais pas reprendre. Bon, donc voilà. Donc vous avez, si je parle de tout ça, c'est que ce n'est pas une réconciliation franco-marocaine. C'est très bien que les autorités fassent un peu de mousse. C'est un ensemble, un agrégat de personnes pour le moins troubles, en France, une espèce de qu'est-ce qu'on pourrait dire, de résidus français, hein, dont on ne veut pas, qui ne représentent personne. Est-ce qu'il y avait des chercheurs? Est-ce qu'il y a des grands scientifiques? Est-ce qu'il y avait des gens, des grands écrivains? Alors, il y avait des sportifs, mais les scientifiques... Des exilés fiscaux. Alors, parlons-en aussi. La France qui va célébrer Teddy Riner. Alors, je vais toucher, donc, Teddy Riner qui faisait partie à une figure sacrée. On ne touche pas à Teddy Riner. Teddy Riner, il est exilé au Maroc. D'accord? Il a tous les droits, hein, mais c'est juste. On met les choses à plat, puisqu'on sur tout ça, on dit tout. Est-ce que Teddy Riner, c'est un exemple pour la jeunesse française qui a logé toute sa famille, ses copains, etc., dans des hôtels 4 étoiles pendant les Jeux, et qui se balade en Rolls, en Maserati, en Ferrari, qui flambe, et qui met son argent au Maroc? Est-ce que c'est ça, la réussite française? Est-ce que ces gens qui sortent, qui sont noirs, de couleur noire, qui représentent les îles, les territoires d'outre-mer, et qui ensuite vont au Maroc parce que la fiscalité est plus agréable, plus douce, est-ce que c'est cet exemple qu'on a envie de promouvoir? CMA-CGM, Bernard Arnault est le président de CMA-CGM, qui lui a bénéficié d'une niche fiscale. Le Saadé qui a fait 23 milliards
de résultats grâce à une niche fiscale française, disons-le, parce que CMA-CGM était planté, qui aujourd'hui possède BFM et RMC, ou Bernard Arnault, qui possède, par exemple, Le Parisien, etc., ou Paris Match. Vous ne croyez pas qu'il y a un petit mélange des genres, là aussi? Qu'est-ce qu'on va lire dans la presse? Alors, j'écoutais Brice Galli qui nous dit, oui, mais au Maroc, on peut moins dire de choses. Mais vous croyez qu'en France, c'est mieux? On peut dire les choses. Bien sûr qu'on peut mieux les dire, on peut plus les dire. Mais les médias mainstream vont dire que ce voyage était une réussite. Oui, on ne s'est arrêté que sur le profil de Yacine Bellatar, qui a permis finalement de faire paravent sur le reste. Voilà, c'est pour ça que je vous parle des autres profils. Oui. Après, pour conclure, une fois qu'on a dit tout ça, des gens comme moi, mais je ne suis pas le seul, qui sont des lanceurs d'alerte sur tel ou tel sujet, en l'occurrence sur les médias, sur la distribution fallacieuse et la grosse magouille qui a été faite par le CSA sur la distribution des chaînes. C'est-à-dire, en fait, il y avait 35 candidats, mais en réalité, les chaînes lancent un appel à candidature à rebours, à l'envers. Oui. Une fois qu'ils avaient les candidats, bon voilà, ils disent on va faire un concours. Moi, j'ai représenté un groupe, on avait une chaîne financée de documentaires et de débats avec 100 millions d'euros de financement. Et qui a eu la chaîne? Un petit monsieur venu de nulle part, qui avait déjà planté Pink TV avec 11 000 euros de capital. 11 000 euros de capital. Et qui, bien sûr, s'est revendu à M. Veil et qui, bien sûr, s'est revendu à M. Drahi. J'étais intervenu au CSA à l'époque en disant « Regardez qui est M. Drahi, il va être en faillite, il aura 50 milliards de dettes, vous êtes fous, vous êtes inconséquents. » Ils lui ont tout donné et maintenant, nous sommes en plein dans l'histoire. Si je dis tout ça, c'est que quel est l'exemple donné à nous tous, citoyens, pour l'État irréprochable? Il vaut mieux être dans les valises d'Emmanuel Macron pour avoir des fréquences, soi-disant, de manière des fréquences, des marchés, ouais. Et c'est une prime à l'escroquerie. Indépendante. C'est-à-dire, il dit aux juges, il dit aux lanceurs d'alerte, il dit à tout le monde et à toutes les autorités, je vous emmerde. Je vous emmerde. Parce que moi, au bout du bout, je recycle Bellatar, je recycle Oslo, je recycle tous les gens que j'ai aidés qui font des affaires avec l'État, je recycle les exilés fiscaux. Donc, la justice, je lui fais un bras d'honneur et je suis poli en disant ça. Donc, c'est un signal très mauvais qui est donné non seulement à l'ensemble des citoyens français, mais qui est aussi, d'une certaine manière, une espèce de honte infligée au peuple marocain qui doit ingurgiter ces espèces de résidus qui font partie du voyage présidentiel. Il y a Cyril Hanouna, j'ai entendu sur Europe 1 ce matin en préparant l'émission, qui disait qu'il avait honte, on peut penser ce qu'on veut de Cyril Hanouna, il avait honte de voir tous ces gens se précipiter dans ce voyage présidentiel pour aller comme ça dans l'obséquiosité, bon, c'est pas le mot qu'il emploie, mais derrière Monsieur Macron. Alors il y avait Bernard Montiel, un de ses chroniqueurs. Je pense qu'il va y avoir une petite explication, ou peut-être a-t-il réglé ses comptes, mais c'est le seul sentiment qu'on peut avoir. Ouais. On ne se sent pas représenté par cette délégation insupportable. Ouais. Faite quelle image renvoyons-nous également voilà. au roi Mohamed VI? Et le roi, on va lui dire, regardez, monsieur le roi, votre majesté, votre excellence, nous avons nous-mêmes l'excellence française. Ouais. Et nous vous faisons un petit package. La substantifique moelle de la France, ouais. Ce sont des exilés fiscaux, c'est Ariel Dombal et Bernard-Henri Lévy, c'est Yacine Bellatar, c'est Pascal Ouzelot, c'est monsieur Bagnier qui extorque les vieilles dames. Et je propose à chacun simplement d'aller faire un diaporama et de regarder simplement les visages ouais. de ces gens qui vont serrer les mains dans le cortège royal. Et vous avez une petite idée de ce qu'est la Macronie et toutes ses affidés. Et donc, si vous voulez que des ministres, vous dites c'est normal, mais quand on veut incarner la rigueur, une certaine justice, renouer avec des finances florissantes. Oui, et, non, on ne part pas 3 jours au Maroc. Oui. On ne part pas sur ce truc. Moi, je suis ministre de l'Intérieur. Je dis à M. Macron, va te faire foutre. Je ne ferai pas partie de ton voyage. Et je lui dirai comme ça. Je ne ferai pas partie de ton voyage. Moi, je ne suis pas un pic-assiette. Je ne suis pas une star de télé-réalité. Et j'ai autre chose à faire
que d'aller faire le clampin pendant 3 jours aux frais Oui, des mais Français. il a Ça avancé va nous visiblement coûter avec des son milliards. homologue sur les questions d'immigration, Didier Mais Ballista. il ne va rien se passer, les Mmh. OQTF. Mmh. Soyons sérieux. Allez. Les OQTF, il faut les supprimer, les OQTF. Ça ne veut rien dire. Elles ne seront jamais exécutées. Il y en a 5% qui sont exécutées. Il y a des décisions de justice. Quand elles sont prises, eh bien, elles sont prises. On prend les gens, on les défère, on les met dans un avion et on les renvoie dans le pays. Et basta. Et ça s'arrête là. Ouais. Et vous réglez le problème des OQTF. Vous allez demander à des gens qui ne sont pas contrôlés, qui ont été jugés sévèrement, de bien vouloir aller se présenter pour partir. Non, mais les gens, ils jouent au chat à la souris. Au bout de 10 ans, il ne se passe plus rien Oui. parce que ça tombe, il y a prescription. Enfin, à un moment, il faut dire les choses, soyons sérieux. Merci, Donc, merci beaucoup, Didier c'est de Ballista. la poudre aux yeux et c'est un scandale diplomatique, financier, c'est un scandale humain et c'est un scandale en termes de géopolitique et de justice. Voilà ce que je veux dire. De la poudre, peut-être pas qu'aux yeux d'ailleurs, Didier Ballista. Merci beaucoup, Tout à chroniqueur fait. Talk Science.